Bonjour à tous, bienvenue sur Ding, la chaîne officielle de l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue. Bonjour à tous. Plaisir de se revoir. C'est vrai, deuxième fois qu'on est là. On se retrouve aujourd'hui pour les journées portuaires de l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. Peut-être que certains étaient là sur le dernier live. Il y aura quelques changements par rapport à la dernière fois. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va peut-être se présenter. À toi l'honneur. Donc moi c'est Thibaut Moreau, je suis élève en Master 1 à l'école de design, en alternance. Moi c'est Willem, je suis aussi élève en Master 1 en direction artistique aux côtés de mon camarade Thibaut. Et on va vous présenter un peu différents projets, différents sujets qui orbitent autour de l'école. Tout au long de la journée, en description de la chaîne, vous devriez trouver, description du live, pardon, vous devriez trouver tout l'emploi du temps. On commence le live là maintenant et on sera jusqu'à 16h en live avec une pause entre midi et 13h15. Thibaut, peut-être une petite explication de ce que fait l'école rapidement. Donc l'école c'est une école de design, donc elle a trois entre guillemets grandes filières. Une première en architecture d'intérieur, une deuxième en direction artistique et la dernière en game design. Du coup l'école elle est située à Poitiers. Ouais, on est juste à côté de la gare. Exactement. Que dire de plus? Peut-être le bachelor, on va expliquer rapidement. Les filières, il y a deux types de diplômes, pardon. On a le bachelor qui se fait en 3 ans et le master qui se fait en 2 ans en alternance. Tout au long de la journée, on aura différents étudiants, donc on aura des bachelors, des masters, et en plus de ça, des intervenants et des professeurs qui travaillent à l'école. Ça vous permettra d'avoir l'idée la plus globale, la plus réelle, entre guillemets. Puis peut-être découvrir des filières et puis des métiers aussi. Carrément. Contrairement à la dernière fois, on va pas faire que se concentrer sur des sujets. Pour ceux qui nous avaient suivis la dernière fois, on se concentrait que sur des sujets en particulier. Salut. Pardon. Et cette fois, on aura des sujets un peu plus larges qui sont en rapport avec le design. Par exemple, là, juste après à 10h30, on va parler de la pratique du dessin avec des exemples de travaux d'élèves, bien sûr, mais ce sera un sujet plus global. Que dire de plus? Venez aux portes ouvertes. Là, on vient à peine de commencer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se ferme à 16h. Donc, vous avez clairement le temps de venir. Il y aura quelques jeux aussi pendant la journée. Que dire de plus sans spoiler? Je crois qu'on a dit le principal. Pas de choses en plus à dire? Mais rien d'autre. Dernier point abordé alors, le live va fonctionner sous système de pause, c'est-à-dire qu'entre chaque sujet, il y aura une pause de 5 minutes histoire de faire venir les invités, les nouveaux invités et faire partir les anciens. Et donc si vous arrivez au milieu du live et qu'il y a une pause, ne vous en faites pas. En bas à gauche, vous verrez de toute façon le temps de retour de l'école, du live pardon. Quand le live voilà. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve à 10h30 pour la pratique du dessin. Merci à vous. Rebonjour à tous. On se retrouve pour cette discussion autour de la pratique du dessin. Chers invités, vous ouvrez le bal, je vais vous laisser vous présenter. Donc bonjour, je m'appelle Mathis Guéry, je suis en B1 à l'école de design. Et je souhaite plus tard après aller dans la direction artistique. Ah bon, mais je savais pas ça. Je l'avais pas dit. Alors moi je suis Julien Quenin et j'enseigne le dessin à l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. Je m'occupe de cette personne et pour essayer de lui faire atteindre les sommets de la qualité. Que dire de plus? Magnifiquement présenté. On peut y aller maintenant. Donc comme on vous en avait parlé juste avant, on va parler aujourd'hui de la pratique, en ce moment de la pratique du dessin. On a des cours de dessin principalement en B1 à l'école. C'est une façon d'équilibrer les niveaux parce que on est d'accord qu'il y a certaines personnes qui arrivent qui n'ont pas forcément un niveau très développé en dessin. Non, il y a un niveau très, très disparate, on va dire. Mais c'est pas vraiment très handicapant puisque en première année on reprend vraiment toutes les bases du dessin, donc on avance pas à pas avec des exercices finalement assez simples mais qui permettent de progresser assez vite. Mathis pour en témoigner. Oui. C'est bien.
Mathis, j'aime bien parce que c'est quelqu'un de très poli qui dit oui tout le temps. C'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui ce matin. On va avoir, de toute façon, on va avoir une vidéo que vous commenterez, qui va montrer différents travaux. J'en profite pour préciser que cette vidéo est tout droit extraite de l'école. Donc venez au JPO, 34 boulevard du Grand Cerf, 86 000 à Poitiers, on est juste à côté de la gare. Et on peut lancer la vidéo. Comme on le disait à l'instant, c'est des différents travaux d'étudiants. On va peut-être s'arrêter là-dessus pour commencer. Donc là, en fait, c'est... Bon, tout d'abord, en première année, on a quand même... les étudiants ont 6 heures de dessin. Par semaine. Par semaine. Donc, ce qui est pas négligeable, surtout que on a toute une journée pour cette pratique. Donc c'est quand même assez confortable. Alors parfois, ça peut paraître assez long, mais comme on varie beaucoup les exercices, ça permet d'aborder différentes techniques et de pas s'ennuyer en fait et de progresser en fait avec des exercices différents. Là par exemple, on peut partir de peinture de maître pour essayer de découper en fait les couleurs en valeur de gris, à apprendre à découper la lumière sur une image. Donc on a plein de petits exercices comme ça pour découper les images en différentes valeurs, en 3 valeurs, 4 valeurs, 5 valeurs de gris. Et donc le but c'est de comprendre ensuite après les volumes et tout ça pour pouvoir les réutiliser plus tard, c'est ça? C'est d'apprendre, on va dire, à éviter de commencer à dessiner par le contour et dessiner tout de suite par le détail qui se trouve sous nos yeux en fait. Il faut essayer d'aborder ça d'une manière dans la globalité et éviter un petit peu les petits pièges que tous les débutants ont l'habitude de tomber dans ces pièges justement du détail et c'est pour ça que je vois beaucoup de choses en première année et que j'essaye avec douceur de les emmener vers cette compréhension en fait de l'image et comment aborder le dessin avec des choses un petit peu simplifiées. Et on n'a pas des résultats simplistes en fait. On peut avoir des résultats très très probants dans la manière de découper les valeurs et d'aborder les proportions par exemple. Donc là on a encore un panel, on fait de la nature morte, on fait de la vignette sur des écrans par exemple, d'après photo couleur. Donc c'est assez varié finalement. Mathis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours par rapport au dessin? Est-ce que tu es arrivé avec aucune connaissance? Non, je savais pas vraiment bien dessiner. Et là, du coup, avec les cours, j'ai appris la perspective, mettre du volume, même pour griser, pour pas trop voir les coups de crayon. Du coup, c'est intéressant parce que j'ai vu quand même mon évolution depuis que je suis arrivé en septembre. Et du coup, je suis très content de moi. Mais il faut que j'évolue encore. Est-ce qu'il y a une pratique au-delà des cours? Comment ça? Est-ce que par exemple, je dis n'importe quoi, tu te contentes de dessiner qu'en cours ou tu dessines au-delà des cours? Non, je fais quand même un peu aussi chez moi, même pendant les vacances, je dessine un peu autre chose que les cours. Ok. Et en termes d'exercice, Julien, tu l'expliquais un petit peu avant, c'est assez varié, mais par exemple pour des gens qui s'y connaissent pas réellement en dessin, ça se traduit par quoi tous ces exercices? C'est par exemple dessiner des objets, des personnes Finalement, le sujet du dessin a peu d'importance. En fait, c'est la manière d'aborder l'exercice. Si on peut on peut peindre des pommes comme Cézanne, une pomme en elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut dessiner un portrait, un buste en plâtre. La manière, c'est de comprendre comment on peut découper de la lumière. Le dessin, la peinture, c'est dessiner la lumière finalement. Il faut comprendre comment cette lumière qu'on découpe commence à faire apparaître des formes et qu'on dessine des objets en 3 dimensions finalement. Donc l'important c'est ça. Après, le sujet, on peut dessiner des avocats, des chaises, des gens dans un aéroport. Franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, ça a un intérêt parce que l'image, elle résonne un peu dans chaque élève d'une manière différente parce qu'on peut dessiner un avocat, une pomme, ça peut paraître un peu rébarbatif pour certains élèves. Donc c'est pour ça que des fois on dessine des robots, des pendules qui ont des têtes de chat. On essaye de varier un petit peu, quoi. Okay. L'exercice en réalité est plus un prétexte à la compréhension des bases entre guillemets de ce qu'il faut pour dessiner. Tout à fait mon cher Louis. Merci. C'est une excellente analyse.
Thibaut, peut-être d'autres questions? Aucune, très clair. Que dire de plus? Par rapport à ce que Des remarques, ouais. la question que tu posais à Mathis sur la pratique externe après du dessin, les étudiants généralement de l'école ont un carnet de croquis à disposition. Oui. Tu pourras confirmer. Oui. Donc on les incite fortement, amicalement, à tenir un carnet de croquis. Un carnet de croquis, le croquis c'est vraiment, on leur demande pas de faire du dessin, un dessin de 3 ou 4 heures. Vraiment on est dans l'esquisse, dans le croquis rapide. En fait c'est la pratique continue du dessin qui fait vraiment progresser en fait. Oui, que ça devienne une habitude. En Voilà. réalité. Puisque entre ce que le cerveau dit à la main et ce que la main exécute, ça peut prendre du temps. Et le croquis permet en fait de gagner en souplesse et on gagne en qualité de dessin. Il faut dessiner, enfin il faut. Quand on est étudiant dans une école d'art et d'art appliqué, normalement on doit pouvoir dessiner toutes les semaines. Quand on attend le bus, quand on attend que l'eau des pâtes chauffe, on peut. Non mais un croquis ça prend 2 minutes. C'est pour ça que généralement je les incite à passer moins de temps sur leur téléphone et à croquer un peu plus. Oui. Ce qui est un combat, je l'avoue. C'est une vraie lutte. Hein. C'est une lutte de tous les instants. Pourquoi tu rigoles? Mathis, t'as peut-être un commentaire final pour clôturer la discussion? Ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu peux me parler Merci Mathis, excellente. Tu n'as pas voulu me serrer la main, vous avez vu, c'est très bien. Mais je voulais dire que le dessin c'était un peu comme les lasagnes, il y a différentes couches. Ne riez pas, c'est... Ah non, mais continue, non, c'est que c'est une très belle métaphore. Non mais voilà, vous m'avez planté dans ma métaphore. Ah non, c'est tout ce que je veux dire. non. Il est peut-être un peu tôt pour parler de lasagne, c'est vrai que pour les gens qui sont au petit-déj, Ouais, ça peut être compliqué. je crois que Mathis avait un coucou à faire à la Bretagne. Coucou la Bretagne. Merci Mathis. Bah, merci à vous d'être passé, de nous avoir parlé de votre expérience. Avec plaisir. Merci Et beaucoup. puis on se retrouve juste après. La pause. Donc on se retrouve pour parler motion design, un projet qu'ont réalisé du coup les Bachelor 3 sur des cartes Dixit, et je vais laisser du coup nos 3 invités, donc un professeur et 2 élèves, se présenter. Moi c'est Charles Rousseau et j'enseigne le motion design à l'école. Donc on a eu un partenariat avec Dixit pour animer des cartes en réalité augmentée. Et moi c'est bien derrière toi, donc je suis en Bachelor 3 direction artistique. Et j'ai eu la chance cette année de pouvoir animer 2 cartes. Moi c'est Revicchio, je suis aussi en bachelor 3 comme Léandre. Et pareil, j'ai animé aussi les cartes Dixit. Tant mieux là. J'ai animé aussi les cartes Dixit du coup. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le projet, comment ça s'est passé et les résultats que vous avez eus Peut-être expliquer aussi ce que c'est Dixit. Oui, ce que c'est Pour Dixit. lancer le... C'est un jeu de société qui est basé à Poitiers, enfin qui est d'origine de Poitiers, créé par Libellule. C'est un jeu de cartes illustrées où le principe est de trouver des ressemblances, de savoir à quoi nous fait penser cette carte en tout cas. Mais il faut pas que les autres personnes du groupe la devinent pour gagner le plus de points possible. Je sais pas si j'ai très bien expliqué. Ça, c'est à peu près clair. En fait, on peut dire que chaque carte a un taux d'interprétation immense en fait. Il y a beaucoup de choses à voir dans une carte. Parce qu'elles sont très détaillées. Et donc ensuite, comment ça s'est passé pour la partie motion de votre côté, une fois que vous avez reçu les cartes? Pour la partie motion, on avait les cartes au format aplati, on va dire. Et par la suite, on est passé sur Photoshop pour séparer les calques, tout ça. Et après, on est passé sur After Effects pour animer. Quand tu dis aplati, c'est-à-dire dans quel sens? Parce qu'il faut se dire qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas tout ça. Aplati, pour moi, parle du sens qu'on n'a qu'une seule image, les calques sont pas séparés. On n'a pas une notion de profondeur, tout est aplati. Finalement, en fait, vous avez séparé les différents éléments de la carte. Exactement. Ensuite, pour les animer. C'est Exactement. Du coup, il fallait recréer le fond aussi. Quand on avait des personnages, le fond n'était pas créé à l'arrière, donc on a dû recréer le fond pour pouvoir les animer à la suite. On va peut-être pouvoir regarder les animations justement. Donc il y a vos 2 motions, puis le motion d'une autre élève de votre classe. Vous commentez, vous nous dites comment s'est passé le. Donc le processus. elles sont animées donc en motion. Vous utilisez quel logiciel pour cette animation? Essentiellement, on a utilisé After Effects. Après, du coup, le passage de différencier les calques sur Photoshop, l'IA pour refaire le film. C'est avant tout sur After Effects avec la gestion du coup, des courbes de vitesse
et des positions pour avoir quelque chose de dynamique. L'autre objectif aussi, c'était de garder la dimension de la carte d'origine et aussi d'avoir une animation qui boucle pour pas qu'il y ait une coupure dans l'animation pour pouvoir la lire en continu. Donc là, c'est un projet en combien de temps à peu près? Je crois qu'on avait 6 séances. Ok. C'est ça. Ouais, 6 séances, ouais. Donc 6 journées dédiées à ça, C'est ça, ouais, 6 après-midi en tout cas. Et en plus de ça, j'imagine du travail à la maison pour finaliser le projet. Exactement. Et aussi, les 2 premières séances, c'est surtout un travail de recherche et de avoir la carte figée et se poser la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qu'on va pouvoir animer pour ensuite tout décrocher du fond. Est-ce qu'il y a un travail de storyboard du coup, ou vous partez directement sur l'animation quand vous voyez la carte? Moi, il n'y en a pas eu, mais normalement, oui. Moi, il y en a eu un tout petit, surtout sur celle-là. Ah oui, là c'est ton motion, Léon. Ouais. Pour du coup le fond qui a été rajouté, parce que du coup je sors carrément de l'image d'origine de la carte, enfin de l'illustration d'origine. Ah oui, donc là c'est le format de la carte de base, là maintenant. Et ça c'est du rajout ça. Tout ça c'est toi qui l'as ajouté par-dessus. Et donc ça, c'est de l'IA Photoshop Photoshop. classique. C'est intéressant parce que ça nous permet, ça permettrait d'engager la discussion sur justement l'IA et tout ça, comment c'est utilisé. Parce que je me rappelle que nous aussi on avait fait cet exercice-là et que non, on n'avait pas eu l'IA et qu'on avait dû tout refaire à la main. Bah justement, c'est la question que j'avais posée à Charles. Ouais. C'est un peu un baptême du feu pour les motion designers en DA. Est-ce que toi qui as vu le sujet à plusieurs reprises, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent ou alors des choses qui différencient à chaque fois? Bah, il y a des choses qui se répètent, c'est-à-dire que déjà, je pense que la première chose à prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas dénaturer la carte. Ça, ils arrivent bien à le comprendre. Et la deuxième chose qui se répète au fil des années, c'est les animations, elles sont souvent très mécaniques. Mais c'est aussi dû au fait que Dixit, les choses, quand on a envie de les animer, ce qu'on imagine en animation devient mécanique forcément et qu'on va pas forcément avoir. Bon là c'est le mauvais exemple parce qu'on a de l'animation de personnage, mais voilà, on va pas, comme on doit pas forcément sortir de la carte, l'animation devient mécanique et pas forcément organique. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur l'animation avec le lapin juste avant? Rudy, c'était la tienne ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu par exemple, de l'intention globale que tu avais pour l'animation? Ouais, quand je suis tombé sur cette carte, déjà j'ai eu un peu de mal. Je l'ai trouvée hyper vide. Excuse-moi de t'interrompre, les portes étaient fermées, là c'est la carte de base. Exactement, là Ok. c'est la carte de base. Du coup, avec l'IA, j'ai séparé les calques, j'ai mis de la profondeur pour avoir le fond derrière le lapin, tout ça. Et je me suis posé la question de quoi animer justement. Et comment faire, est-ce que je fais disparaître le lapin, est-ce que je le fais ouvrir toutes les portes, ou est-ce que je le fais entrer dans un autre monde à travers une porte. Ça m'engageait ici de pas utiliser l'IA, du coup de recréer tout à la main. Et c'est pas du tout un travail que je me sentais capable de faire. Et donc je suis parti sur un style plutôt cartoon avec une chute qui met du temps à arriver et une boucle, ce qui est un peu triste d'ailleurs que ce lapin soit bloqué dans cette boucle. Mais j'ai essayé de faire au mieux pour essayer de raconter une histoire et occuper le plus de place dans la carte. C'est pour ça que je lui fais faire un virage au lapin. Et j'ai animé après la carte, j'ai séparé tous les membres du lapin pour pouvoir animer les bras, le mouvement au bas. Et voilà. Tu avais aussi un gros travail de maintien de la texture, parce que toi tu as une carte avec beaucoup de texture. Effectivement, ouais. Ouais. C'est que j'ai rajouté par-dessus, au final, la texture un peu Canva de tableau. Ouais, on le voit dans l'espace. C'est noir, ça, qui fait que je voulais pas que la texture bouge en même temps que mon animation, pour garder un peu cet aspect carte vivante. Ah, donc c'est quelque chose qui est par-dessus pour. Oui, c'est ça, c'est rajouté à la toute fin. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire en plus? Bon, ça me paraît très sympa à faire, même si ça reste à faire avec un peu plus de tête sur quelques bugs ou des choses qui arrivent, je ne sais pas trop comment. Mais en tout cas, c'est très sympa à faire et puis, c'est un des projets où on a le plaisir de venir pour faire des choses. Et ça vous a donné envie d'approfondir sur Motion ou on restait vraiment DA Peut-être d'avoir une direction artistique aussi un peu penchée sur l'animation. Peut-être pas un niveau aussi important, parce que là c'est vraiment un travail d'animation pur. Mais pour animer des logos, des identités graphiques, des choses comme ça, garder en tout cas. pour ajouter de la plus-value à son projet et tout. Donc ça part dans le book. Ouais, Clairement. j'y arrive un peu.
Écoutez, merci beaucoup à vous d'être venus. Ouais, pas de soucis, avec plaisir. Et puis on vous retrouve juste après pour du Cara Design. Merci beaucoup. Merci les gars. Bonjour, je ne vais pas répéter ça tout au long de la journée. On se retrouve pour parler de Cara Design. Je vais laisser nos invités se présenter. Donc, moi je suis Mia Chuparé, je suis élève en D3 Gamer Game Design. Et moi, du coup, vous m'avez vu juste avant, j'enseigne l'animation, je m'appelle Charles, et j'enseigne aussi le caractère design et le concept art à l'école. Je vais te présenter. Non, ça va aller. Est-ce que vous pouvez avoir des exemples que vous commenterez après, mais est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter dans la globalité ce que c'est que le caractère design et dans quoi on peut... Donc le caractère design, c'est créer un personnage, le designer. C'est quelque chose qui est retrouvé principalement dans le jeu vidéo, ça se retrouve aussi dans l'animation. Dans beaucoup de choses, dès qu'il y a un personnage à designer, en fait, c'est du caractère design. C'est ça. Et la chose peut-être à retenir, c'est au maximum, on essaye aussi de voir qu'est-ce qu'un bon personnage qui fonctionne, parce qu'on pourrait très bien faire une patate avec juste des yeux, ce serait un personnage. Mais est-ce qu'il fonctionnerait, voilà. Est-ce qu'il fonctionnerait vraiment pour l'utilité qu'il en a derrière à voir? Qu'est-ce qu'un bon personnage? C'est ça qu'on essaie de voir. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté comprendre en fait les utilités des différents éléments du personnage, j'imagine. Et est-ce qu'il y a des cours théoriques ou alors ça, je généralise, hein, c'est pas technique, mais est-ce que c'est une sorte de on y va un peu à l'arrache et au feeling, ou alors est-ce qu'il y a des cours, est-ce qu'il y a des éléments très précis qui disent ça fait un bon personnage? Ouais, est-ce qu'il y a de la théorie avant la pratique Alors il y a quand même de la théorie sur le character design, comme dans un peu tout en fait, il y a des formes, il y a des couleurs qui disent certaines choses, et ça se retrouve dans le character design, mais il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire c'est de l'art, et voilà, donc il y a des codes mais il faut aussi savoir les casser, et c'est plus savoir qu'il y a de la théorie, et après c'est s'entraîner et le faire pour apprendre. Donc ça, c'est par exemple ce que tu voulais dire. Non, vas-y. C'est que par exemple, si je veux aller un petit peu plus loin pour les formes, normalement on va dire qu'un personnage qui est très actif va plutôt avoir des formes triangulaires. On va avoir des formes plus rondes pour quelque chose qui est plus doux, plus passif. Mais comme le dit très bien Mia, c'est qu'il faut réussir aussi à se détacher de ça. Un personnage complètement carré, on en a trop vu. Un personnage complètement rond, on en a aussi trop vu. Enfin, on voit Kirby, oui, il est doux Kirby, mais il a fait. Enfin, voilà, si jamais on devait le réinventer, il y aurait peut-être d'autres choses à faire. Et voilà, on essaie de se réadapter par rapport à ça. Et au niveau des exercices, la pratique, comment ça se prépare, quels sont les types d'exercices qu'on peut faire pour créer, pour développer cette créativité autour du character design? Alors, on peut avoir par exemple des archétypes de personnages à piocher au sort. Moi j'aime bien quand je donne les cours de faire des tirages au sort. Donc souvent je note dans mes intitulés de vous choisirez ou subirez un sujet, et on peut avoir voilà, des grands archétypes de personnages, et je laisse les étudiants au début, comme tu dis, y aller un petit peu à l'arrache pour dégrossir un petit peu le sujet, et au fur et à mesure on affine les choses et on se pose des questions, surtout je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si on a un personnage qui est censé être infirmier dans un univers futuriste, on va essayer de se poser les questions de c'est quoi l'agriculture dans le futur, comment lui pourrait vivre dans ce moment-là et pas être hors de son temps en fait, pour que justement le personnage fonctionne et soit crédible, aussi bien en termes de design qu'en termes de mécanique. Et aussi comme ça, c'est ok de se foirer un petit peu, de faire quelque chose qui fonctionne pas tout à fait, et c'est important de pouvoir regarder le personnage et réfléchir pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on fait les choses de mieux en mieux. Moi, ça, faut avoir un très gros moment de recul, de se dire ok, attends, mettre l'idée de côté, être face à ce personnage, c'est un peu schizophrénique, mais et de se dire vraiment ok, bon, je trouve qu'il fonctionne pas, mais vraiment pourquoi il fonctionne pas,
pourquoi dans ce contexte-là, mon personnage n'est pas impactant. Et du coup, pour ça, est-ce que vous faites des mises en commun, vous réfléchissez aussi avec la classe pour voir ce qui ne va pas ou ce qui va sur le personnage? Oui, par exemple, on avait je sais pas s'il sera montré ou pas, mais on avait un sujet, par exemple, c'était, il y avait 8 personnages à créer pour un jeu de rôle, mais dans un jeu de rôle où les personnages sont censés vivre ensemble. Donc forcément, les étudiants se sont concertés sur moi je fais la petite fille, moi je vais faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, sa mère. Faut quand même qu'il y ait un minimum de relations, donc pas stylistique. Au niveau esthétique, les relations étaient forcément inexistantes parce que tous les étudiants ont leur patte. Mais par contre, en termes d'idées et de concepts, oui, il fallait qu'il y ait des choses qui soient ressemblantes, quoi. Voilà. On va passer justement à des travaux. Et donc, en fait, par rapport à ce que vous avez dit, le chara-design, c'est un peu donner un contexte à un personnage. Il ne faut pas se contenter de le dessiner, mais il faut que ce soit logique par rapport à sa fonction, entre guillemets, c'est ça? C'est ça. Ok. Mina, il me semble que c'est ton travail, tu peux le commenter? Oui, donc c'est mon travail. Donc c'était pour le sujet duquel Charles vient de parler, où c'était un jeu de rôle où il fallait créer un personnage. Enfin, le personnage était déjà créé et nous on devait le designer. Et moi j'étais tombée sur le chat, le chat de la famille. Et l'idée c'est que c'était tous les personnages étaient transportés dans un monde des rêves où tout était un peu possible, c'était très délirant, etc. Et moi je devais amener un chat et que quand tu le regardes, tu dises c'est le monde des rêves. Voilà. Donc voilà, je me suis dit tiens, parce que j'ai rajouté de la couleur violette, c'était souvent pensé aux rêves, aux mystiques, tout ce qui est magie. Donc j'ai apporté ça dans le design du personnage. Et après, j'ai voulu montrer sa personnalité, parce que c'est un personnage qui est très fier de lui-même, qui est très propre sur lui, et qui... voilà. Et du coup, j'ai voulu montrer ça en faisant ces moustaches de chat, on a une véritable moustache, etc. En accentuant ses formes avec son poil, etc. Pour donner quelque chose de plus stylisé et qui donne une meilleure impression de sa personnalité. Aussi, ce qu'on voit, c'est une fiche du personnage où en haut, le personnage qui est dessiné pour son design, et j'ai mis quelques scènes autour de lui avec d'autres personnages designés par d'autres personnes dans la classe pour montrer des interactions avec ces personnages-là qui sont été spécifiés. Là, le personnage du bas avec l'espèce de tresse rousse, c'est un personnage qui a été fait par un autre écrivain. C'est ça, oui. Toujours dans le contexte du jeu de rôle. C'est un autre personnage jouable et la seule chose c'est qu'elle pouvait réveiller le chat, ses cesses comme ça, pour s'amuser. J'ai montré ça. Et du coup là c'est purement du dessin numérique ou avant il y a eu toute une étape de préparation sur papier? Moi personnellement j'aime beaucoup dessiner, faire mes idées sur papier, surtout les poses, etc. J'aime beaucoup commencer sur papier, mais tout est numérique après. Le dessin après, vraiment, je décidais de base sur papier. Ouais, le premier jet sur papier. Justement, pour rentrer dans le détail, tout à l'heure tu parlais des formes générales pour un personnage. Est-ce que par exemple là, vous pourriez commenter, toi je crois que c'est un exercice. Oui. Est-ce que tu pourrais par exemple commenter l'exercice avec la recherche des formes et tout ça? Alors ça c'était un exercice, je leur ai donné des challenges cette année sur des temps courts. Ça il me semble que c'était un challenge de 40 minutes. Et je leur ai d'abord dessiné 3 bustes, enfin pas bustes, 3 têtes de personnages très de type mannequin, sans expression, sans rien. Et je leur ai demandé de faire des casques pour un robot qui serait soit protocolaire, donc un robot très passif dans l'attaque, mais plutôt des choses un robot qui vient accompagner une aventure, ou un robot justement qui soit un peu plus vénère, un peu plus voilà. Donc j'imagine plus à droite. C'est ça. Par exemple, on peut voir, même si si on revient sur l'autre juste avant, celui de droite paraîtrait plus passif que celui de gauche.
Notamment par la forme, on peut avoir des choses plus. Moi je le trouve comme ça. Après, chacun y voit ce qu'il Je veut. trouve que les formes très arrondies comme ça sont beaucoup plus organiques. J'ai presque l'impression de voir un alien plus qu'un. Ouais, c'est ça, c'est un peu blob. Et à gauche, elle a rajouté des pics sur au niveau des oreilles. Et là, pour le coup, moi, ça fait vraiment quelque chose qui est offensif, quoi. Puis il y a un côté un peu par les jeux de valeur, un peu qui fait acier, un peu Ouais. quelque chose qui fait vraiment très. Ouais, qui brille moins. énervé. C'est vrai. Après, on peut passer au suivant, par exemple. Si on passe à l'image suivante. Donc voilà. Et là, on va avoir des choses aussi. Bah là, ils sont pour moi tous protocolaires en soi. Je sais pas si on en a aucun qui est censé vraiment se battre et défendre un groupe de personnages. Ou alors très faux. Ou alors très fort. On voit quelque chose qui est un truc en character design pour rendre un personnage plus méchant ou plus mystérieux, tout ça. Enlever le visage, c'est très simple pour déshumaniser un personnage. Et là, à chaque fois on a les yeux, on a quand même la bouche, même si c'est pas humain, ça nous donne cette impression-là que c'est plus accueillant. Ouais, forcément, on y reconnaît un visage. En fait, c'est rassurant. En fait. C'est vraiment psychologique ça, mais. En fait, tout ce que vous expliquez depuis tout à l'heure, ça me fait beaucoup penser à la sémiologie. Donc il y a quand même, j'imagine, des recherches au préalable, comme tu disais, des couleurs. Quelle couleur veut dire, qu'est-ce que quelle forme veut dire et tout ça. Bah, souvent, oui. Bah, par exemple, là, on va avoir. Alors après, la notion des couleurs, pour moi, elle est très culturelle, plus que fixée. Enfin, dire que le rouge, c'est forcément le sang, bah pas forcément. C'est en fonction des cultures et aussi des continents dans lesquels elles sont traitées. Mais par exemple, là, c'est la première version que Enzo a fait pour un personnage qui est censé être un personnage dans la lune, qui rêve beaucoup, et donc utiliser le violet, le magenta un peu pâle, accompagné de la forme de lune, tout ça en fait c'est des codes qui vont venir confirmer le fait que c'est un personnage qui est rêveur. Ouais, les paupières basses. C'est ça. Donc ça c'était la première version et sur la slide suivante on a justement la deuxième version, plus travaillée, que je préfère personnellement, qui correspond mieux au brief. Voilà. Ça c'était toujours pour le jeu de rôle. Oui, voilà. C'est ça. Toujours pour le même sujet du jeu de rôle. Okay. Est-ce que vous avez d'autres choses à expliquer? Non, à part que c'est passionnant. Enfin, le concept art et le car design, franchement, c'est quelque chose où on peut s'épanouir, je trouve, graphiquement. Et que chacun ses pattes différentes, on peut vraiment trouver quelque chose qui correspond à un brief. C'est très technique et voilà, c'est top. On profite rapidement pour remercier Nomad Giraffe, j'ai cru voir, merci pour le follow. Et surtout merci à vous, très chers invités, de passer. On reverra Charles tout à l'heure pour nous parler de concept art. Donc élargir un peu le sujet, on reparlera après dans votre caractère, l'histoire de grande expérience. Et merci à vous deux d'être passés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Rebonjour à tous. Aujourd'hui, on a maintenant on a trois invités pour parler d'architecture d'intérieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Clémence Valette, je suis professeure en architecture d'intérieur sur les matériaux. Bonjour, je m'appelle Maëlle, je suis étudiante en 3e année d'architecture d'intérieur. Et moi c'est Maëva et je suis étudiante en première année de master d'architecture d'intérieur. Ok. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un peu ce qu'on fait en filière d'architecture d'intérieur? Il faut se dire qu'il y a des gens qui peut-être connaissent pas la différence entre architecture et architecture d'intérieur. Est-ce que vous pouvez expliquer globalement ce que c'est les différences justement? Et déjà, alors architecte, pour être architecte plus global, donc DPLG, je crois que maintenant ça a changé, c'est HMNOP d'ailleurs. C'est tout ce qui va toucher la structure globale d'une habitation, d'un bâtiment. Et architecte d'intérieur, ça va plus être dans l'aménagement d'un espace et dans la conception d'un espace. Même si l'architecte d'intérieur peut construire aussi certaines choses, mais à des échelles beaucoup plus réduites qu'un architecte. Donc ça va être la grande différence. Et va aussi toucher à l'esthétique d'un intérieur. Ce qui va différencier avec un décorateur d'intérieur, c'est que l'architecte d'intérieur va pouvoir toucher, lui, à l'agencement de l'espace. Que le décorateur, lui, ça va être plus l'esthétique. Donc voilà. Est-ce que des choses à rajouter sur le point d'architecture d'intérieur?
Non, c'est tout à fait ça. Après, il faut un diplôme master, donc oui. Voilà, c'est assez particulier, il faut un titre officiel. Ouais. Pour avoir le titre d'architecte d'intérieur, il faut avoir un master, effectivement, ce qui est proposé ici. Et est-ce que par exemple un projet type, est-ce que vous pourriez, on a des petits rigolos dans le chat, est-ce que vous pourriez nous parler d'un projet type, du déroulement d'un projet type d'architecture d'intérieur? Bah oui, donc par exemple, nous cette année, on a fait le projet sur le Bois de la Marche, donc il y a un restaurant vers Fontaine-le-Comte, près de Poitiers, où il était question d'aménager du coup le restaurant pour monter en gamme. Donc là, ça a été tout un travail de recherche parce que du coup, ils voulaient quand même rester dans les conditions d'un Best Western, tout en améliorant aussi la qualité du restaurant. Donc du coup, on a proposé différents projets, différents concepts qui du coup leur ont permis de choisir un nouvel aménagement adapté à leur demande. Voilà. On va pouvoir justement donc passer à cet exemple du Bois de la Marche. Je suis pas architecte d'intérieur, mais si j'ai bien compris, le projet est divisé en deux parties. Oui, donc on avait une première partie où il était question d'aménager donc l'intérieur et si on proposait aussi un concept à l'intérieur, on pouvait aussi l'expérimenter à l'extérieur pour créer tout un cheminement qui lierait du coup les deux. C'était aussi un travail intéressant. Il fallait quand même qu'il y ait un point commun entre ces deux aspects du projet. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur la page d'avant, sur les pages d'inspiration? C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les travaux d'architectes d'intérieur. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette phase de recherche qui s'apparente à une sorte de mood board, à une planche tendance? Toi. Eh bien, pour commencer un projet, l'idée d'un mood board, je trouve que c'est assez important pour le client. Ça permet tout de suite de le mettre dans l'ambiance et de comprendre notre intention première. C'est pour ça qu'on fait souvent des mood boards où on va rechercher plus des images qui vont correspondre à l'ambiance et aussi peut-être à du mobilier qu'on va pouvoir mettre aussi dans notre aménagement intérieur. C'est vrai que ce qui est vraiment important dans un projet d'architecture d'intérieur, finalement, c'est le concept. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour répondre à la demande d'un client de rénover sa salle, mais on est là pour lui apporter une valeur ajoutée, notre point de vue sur sa demande, etc. Et ce concept, il s'illustre justement dans ce mood board et ça permet vraiment aux clients et à l'architecte d'intérieur de vérifier qu'ils sont d'accord en fait sur l'objectif, sur ce qu'on veut avoir en fin de projet et sur les couleurs, la matière, les formes qui vont être trouvées avant même de passer à vraiment la conception détaillée de chaque espace, etc. Donc c'est très important comme outil de communication parce que si on n'est pas d'accord sur cette planche-là, c'est sûr que la suite du projet ne pourra pas bien continuer. Thibaut, une question. Donc on est d'accord que le but c'est pas juste comme tu l'as dit de répondre à la demande mais d'aller plus loin et si par exemple il y a quelque chose qui serait pas pertinent dans ce que veut le client on peut essayer de lui amener autre chose, c'est ça? Oui bah c'est tout à fait ça, enfin, ça va lui permettre aussi vraiment de se projeter et de mettre en image concrètement nos propositions et en soi les propositions c'est comme des petites histoires qu'on veut raconter aussi aux clients, on veut le porter dans notre projet, donc c'est vraiment des outils nécessaires comme ça a été dit précédemment. Il y a aussi le fait que la plupart des clients, en fait, ils veulent toujours des projets qui sont à la fois très intéressants, effet waouh, pas cher, innovants, bons pour l'environnement, qui vont marquer les clients, etc. En fait, ils projettent beaucoup d'intentions dans un seul projet et c'est rarement possible en fait de faire un projet qui répond à tout. Et donc c'est vrai qu'une partie du travail, ça va être aussi un peu de trier dans toutes ces intentions-là et dire en fait qu'est-ce qui est vraiment central, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire avec ce projet et quels éléments sont bloquants et le reste peut-être qu'on le fera ailleurs parce qu'un projet qui veut tout faire en même temps, c'est jamais très, très bon comme résultat final. Et une fois que le concept est établi, que c'est vu avec le client, c'est quoi les étapes d'après? Création d'un plan, est-ce qu'on passe direct au rendu? Comment ça se passe? Ça, généralement, ça va être les premières étapes d'esquisse en fait, où on va déterminer avec le client si les choix qu'il a fait et les notes qu'on propose, c'est bon ou pas pour lui. Et après, une fois
ça a été validé avec lui, on passe là sur des plans plus précis, élévation, des documents plus techniques, des visuels, le visuel final en fait de son projet pour qu'il se projette vraiment et que là on soit ok pour après faire à la suite je sais pas, les travaux et mettre en route le projet. Et donc là, on est d'accord que c'est un projet qui est en cours. Il n'est pas encore terminé. Ah, il est complété, ok. Je suis complètement perdu. Ok. Et donc là, vous avez ensuite eu le rendez-vous avec le client pour lui proposer les différentes idées. La dernière présentation, en fait, ça s'est fait en 2 temps. On avait une première présentation pour l'intérieur qui était avant les vacances de Noël. Là. Et on a fini la deuxième partie de l'environnement là, vendredi. Oui, c'est ça. Donc là, on attend leur réponse pour savoir quel aménagement extérieur ils ont préféré. Et, voilà. Parce que oui, il y a un point qu'on a oublié de préciser, c'est que là, c'est un projet réel qui est... Enfin, comme tu l'as dit, c'est à Poitiers, mais il y en a vraiment un étudiant ou une étudiante qui va être choisi pour que son aménagement devienne réel, c'est ça? Ok. Vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres choses à dire? Tout est dit, merci beaucoup. Et on se retrouve juste après pour parler de ROF. Merci beaucoup. Merci. Donc on se retrouve pour parler REF avec une professeure et un élève. Bonjour. On va laisser vous présenter. Ok. Yanis, commence. Bonjour, je m'appelle Yanis, je suis élève en B1, B. Avec Marie, on travaille le REF. Effectivement, on a fait de la PAO en début de trimestre et en B1, j'enseigne aussi le REF. PAO aussi. Publication assistée par ordinateur, ça va être les logiciels de base de traitement graphique, notamment la suite Adobe. Donc Photoshop. Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est les premiers. Mais du coup, Marie, qu'est-ce que c'est le REF? Qu'est-ce que c'est le REF? C'est une technique d'expression graphique très rapide qui va permettre de faire des maquettes. J'ai tendance à dire que c'est la première sortie après l'idée dans le cerveau, qui va permettre de faire comprendre aux gens une maquette pour faire une affiche, mais aussi pour de l'archi, définir un volume, des matières, des choses comme ça. Et avec quel outil du coup on réalise ce REF? Majoritairement, on utilise des feutres à alcool. Et sur un papier layout. Qui est un papier qui est surfacé, qui en fait permet à ce que le feutre, qui est très très alcoolisé, ne traverse pas. Voilà. Après, on peut enrichir sa pratique on peut avoir une même technique sur des tablettes, on peut aussi enrichir avec du crayon de couleur, on peut enrichir avec plein d'autres choses pour amener un petit peu plus de vie, mais l'intention première, elle est avec le feutre. Ouais. Donc ça, on les voit en cours de B1, et est-ce que ça sert dans toutes les filières, ou est-ce que c'est limité à par exemple l'archi inférieur? Alors, les étudiants ont tendance à dire que c'est très 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 utilisé pour l'archi, mais moi je pense que c'est fondamental sur les autres matières aussi. Sur la première intention de maquette, ce qu'on ressent visuellement dans notre tête, il faut absolument le définir en maquette avec le REF. Donc ça sert à tout le monde. Ça peut servir à évoquer du volume comme quelque chose de plat, parce que tu as l'affiche tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que c'est juste, en fait, comme tu dis, les premières intentions, c'est se concentrer sur une idée. Et ça dure combien de temps en moyenne un ROF? Le but c'est que ce soit rapide, j'imagine? Le but c'est que ce soit rapide, ouais. Je leur fais d'ailleurs un petit exercice de rapidité chaque début de cours. 3 minutes, on fait des briques de Duplo. Et à chaque fois, on baisse le temps pour voir si on y arrive bien et si on se rappelle comment on fait. C'est 3 minutes par brique, c'est ça? Ouais. En fait, je leur fais travailler pour essayer d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que plus on va vite, plus on est obligé de faire des choix sur la représentation de la lumière et de la matière. Et comme ça permet d'aller à l'essentiel. Et après, quand on prend un petit peu plus de temps, on peut un petit peu plus affiner. Mais vraiment, l'idée, c'est le premier jet engagé. Nous, avec Thibaut, on a été bien avant Yanis, donc on connaît la pratique. Et c'est vrai qu'il y a un point qui me semble important de préciser, c'est la compréhension de l'outil, c'est-à-dire le feutre à alcool. C'est pour les gens qui n'ont pas dessiné avec Yanis, par exemple, est-ce que tu pourrais te donner un peu le ressenti que ça fait d'utiliser un feutre à alcool pour la première fois?
Au départ, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les différentes couches pour ombrer et faire les zones de lumière. Et du coup, grâce à Marie, j'ai pu apprendre que ça servait de repasser à chaque fois. Il ne fallait pas tout le temps faire nos traits et après refaire encore si c'est pas bon. Donc en fait, jouer avec le fait de repasser au même endroit pour faire une ombre, ou justement passer qu'une seule fois pour une zone plus lumineuse, c'est ça? C'est ça. Okay. Parce que c'est pas comme du feutre pour enfants qui vont faire des gros pâtis tout moches. Là, ça arrive aussi. Mélange. Oui, il faut quand même. Mais oui. Donc, vraiment, c'est un petit pro qui est étudié pour. Donc j'imagine, on ne travaille pas le contour, on est d'accord, c'est que l'intérieur, que le volume. Après, on peut amener une intention graphique au-delà du volume et de la matière en rajoutant des éléments extérieurs. Mais moi, j'aime. Enfin, il y a quelque chose à trouver dans le RUF. C'est pas vraiment de l'étude documentaire, c'est pas vraiment de l'illustration, c'est pas vraiment du pictogramme, mais c'est un peu entre les trois. C'est un peu entre les trois, et les étudiants, ils arrivent à trouver leur positionnement sur ça. Donc, il y en a qui sont plus dans la réalité, puis il y en a qui sont plus dans quelque chose de très simple, à chacun de trouver sa place. On voit du coup il y a vraiment une recherche de texture, des différents éléments, différents marbrages, par exemple là sur les bras. Du coup vraiment on va essayer de chercher avec différentes couleurs et différentes couches ces textures. C'est quoi les petits numéros qu'on voit à côté des couleurs? C'est les noms de chaque feuille. On a la couleur. Par exemple, pour les gris, souvent il y a écrit BG pour les initiales de blue, grey. Et après, c'est les plus sombres, plus clairs. Donc en fait, c'est des sortes de références pour les feuilles. Oui. Et vous les notez pour ensuite, c'est ça à quoi les noter? Enfin, c'est quoi l'intérêt? De montrer notre palette de couleurs pour les formes et les matières qu'on a fait. Comme ça, après, si vous en avez besoin, c'est ça, vous les avez déjà en tête? Oui. Vous savez que ça donne ça. Parce que Marie, on est d'accord qu'il y a quand même un travail de test avant de se lancer. Il y a de la recherche beaucoup, oui. Parce que selon le papier, selon la marque du feutre même, ça ne va pas interagir de la même manière. Pas forcément, effectivement. Ouais. Et là, le travail que je leur ai demandé sur ces planches de texture, c'est essayer d'appréhender un petit peu plus est-ce qu'on met du noir, est-ce qu'on met pas du noir. Là, par exemple, sur cette planche, il y a une petite flèche qui dit le noir diminue le réalisme. Et effectivement, on voit bien que le volume tout en haut, là, c'est très marqué en noir et du coup, ça vient un petit peu accrocher le regard. Alors que si on avait travaillé avec un marron très foncé, peut-être que ça aurait été un peu plus naturel. C'est vrai qu'on voit la différence entre le tronc d'en haut où il y a justement la notation et le tronc en bas où j'imagine que là ça a dû être fait avec un marron plus foncé. Pas un noir, et on voit la différence. Il y avait des planches où on voyait des métaux, je crois de l'or et du bronze. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces planches parce que je les trouve très intéressantes. Sur la matière, c'est ça qui est intéressant sur ce qui brille, c'est de ramener du contraste pour bien définir le côté reflet du métal. Il y a à la fois le métal qui brille, donc ça va être représenté beaucoup avec le blanc, mais il y a aussi un côté réflexion des éléments qui sont tout autour et qui peuvent être notamment définis. Alors là, c'est pas un noir, hein, c'est aussi un brun très très fort. Mais c'est pas facile d'aller dans le contraste pour faire ressentir le métal, mais c'est primordial. Je trouvais que le robinet, la vérification, je crois juste ouais. Il marche très bien, ouais. Effectivement, on voit bien que certaines présences de noir ou de gris très foncé, en fait, font référence à des choses qui sont autour du robinet. Il y a vraiment ce reflet qui apparaît. Donc en fait là c'est purement de la recherche graphique. C'est ça. D'où les petites annotations qu'on a vues. Exactement. Je les ai fait travailler en groupe. Puis chaque groupe avait une matière et puis après ça nous fait un catalogue de matières et ils peuvent comme ça aller se renseigner sur les autres matières avec le travail collectif qui a été fait. Et j'imagine qu'au début il y a ce côté, ils commencent pas direct à faire du rough depuis l'imagination.
Il y a un objet devant, comme tu disais, les briques par exemple, mais je pense notamment au robinet. Ça, c'est fait depuis un vrai robinet. Alors non, là c'est une photo, donc c'est un petit peu particulier. Généralement, j'aime pas trop travailler d'après photo. Mais au début, on a travaillé avec les briques. Ça permet de s'approprier un petit peu le volume. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler un petit peu de mémoire, parce que de mémoire, on simplifie un peu les choses. Et je trouve que c'est une partie aussi intéressante du travail, d'aller à l'essentiel. Puisqu'après, maintenant, les briques que je leur fais faire en 3 minutes, elles sont plus devant les yeux. C'est ça. C'est vrai que la brique, c'est un objet intéressant parce que c'est des volumes très basiques. En fait, c'est un cube, un cube allongé quelque part. Et en plus de ça, il y a des petits cylindres par-dessus dans lesquels on s'emboîte. Toi, Elise, par exemple, comment tu as abordé l'exercice au début? Et ça a été quoi la différence entre maintenant et à l'époque quand tu as commencé? Au début, je me suis concentré sur vraiment dessiner tout le contour de la forme avec les petits points. Et maintenant, vraiment, j'y vais directement, je fais mes faces et après, je me concentre sur faire l'ombre des petits plots. Ok. Ah oui, parce qu'il y a un point comme je l'ai précisé, la plupart du temps, en fait, il y a 2 pointes au bout d'un feutre à alcool, n'est-ce pas? Une pointe plus large, presque carrée, et une pointe plus fine. Et est-ce que, par exemple, pour commencer, tu forcerais ou tu inviterais les élèves à travailler avec une des 2 pointes? Moi, j'aime bien que les étudiants travaillent avec les grosses pointes. J'interdis le crayon de papier et la gomme aussi. Il y a quelque chose aussi dans le rough de très engagé. Et plutôt que le dessin soit un petit peu mou, dessiné comme ça, je préfère que ce soit un peu faux, mais engagé, qui veulent vraiment représenter les choses, que un peu mou. Donc avec la grosse mine, ça en voit un peu plus. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que c'est un point qu'on entend aussi souvent quand on parle de dessin traditionnel, c'est les gens qui débutent, qui se concentrent sur les détails. Est-ce que tu aurais une explication là-dessus par rapport aux détails? Je pense qu'on se rassure avec des détails. Et que tout notre travail en rough, mais en général, quand on représente les choses, c'est justement d'en enlever pour venir à l'essence même de ce qu'on veut représenter. En fait, il y a aussi un travail entre guillemets psychologique, de se remettre en cause et de se dire qu'il faut se concentrer, comme tu disais, sur l'essence, sur l'intention même, plutôt que sur ce qui entoure l'objet. C'est revenir à la base, à un aplat. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet aplat? Comment on le gère? Est-ce que vous aviez d'autres remarques? Merci, quelle belle fin. Non, le petit billet, on passe le billet. Parfait, moi je finirai là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Là, on part un peu en impro avec Thibaut, on va animer un peu jusqu'à midi. Et après, on se retrouvera à 13h15 pour la partie gaming. Ok. Putain, ça fait vide, on est que tous les deux. On n'est plus que tous les deux, mon cher Thibaut. On va continuer cette session jusqu'à midi où on aura la pause. Que dire de plus à part venez, on s'amuse beaucoup. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont partis, qui sont venus et tout ça. Et si vous pouvez pas venir, du coup, exactement. J'ai bien amené le sujet. Aujourd'hui, il y a d'autres JPO, du coup, c'est le 23 mars. Samedi 23 mars. On est au 34 boulevard du Grand Serre à Poitiers, comme je l'ai dit. Pour les gens qui ne seraient pas de Poitiers, rassurez-vous, on est à peine à 5-10 minutes de la gare. C'est bien desservi par les bus. C'est magnifique ce que tu nous fais. Il y a un parking pas loin. Il y a de quoi venir, donc n'hésitez pas. Et surtout pour les gens de Poitiers, ça serait dommage de rater cette opportunité. Sachant que là, les JPO vont être en pause de midi à 14h. Mais vous pouvez venir à 14h. Si vous n'aviez pas pu venir ce matin, c'est tout à fait aussi, c'est tout aussi bien. Ouais, et puis le live, du coup, il reprendra à 13h15 avec une session gaming.
Ça, j'en suis fier, Thibaut. Ah, là, c'est décroché. Hein. On aura différents invités, on va jouer un peu, discuter. Peut-être redéfinir rapidement ce que fait l'école pour des gens qui pourraient nous rejoindre à l'instant même. On est l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. Comme son nom l'indique fortement, on est l'école de design. On a 3 principales filières qui sont la direction artistique, l'architecture d'intérieur et le game design. Thibaut, je te laisse parler des diplômes. Du coup, l'école a 2 principaux diplômes. Le bachelor, du coup, qui s'effectue en 3 ans, avec une année de mise à niveau, entre guillemets, où on va pouvoir toucher à toutes les matières et où il y a beaucoup de dessins. Une 2e et une 3e année donc, en spécialisation, soit donc, architecte d'intérieur, game design ou direction artistique, avec à la fin de la 2e année un stage. Et après, du coup, il y a le master qui s'effectue en alternance, donc dans les 3 filières. Où ça se passe très bien. Donc, ouais, sachant que la nouveauté qui sera pour l'année prochaine, qui est assez récente, c'est le master en game art, et qui est une sorte de mix entre la direction artistique et le game design, qui se concentre plus sur, comme son nom l'indique, tout ce qui est communication et aussi création visuelle autour du jeu et du jeu vidéo. Que dire de plus? Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, donc École de Design sur Facebook, Instagram et même LinkedIn pour les plus sérieux d'entre vous. Encore une fois, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Sur Twitch. 13h15, si on peut regarder un peu si tu peux prendre le planning. Le planning pour voir. Donc ouais, petite session jeu, 13h15, 14h. Ouais. Après, on aura différents invités, notamment beaucoup en direction artistique. En tout, en fait, en réalité, je viens de me rendre compte. Game design. On parlera d'animation image par image pour les B1, de typographie et d'affiches pour les directeurs artistiques, de concept art et jeux de rôle. On viendra rejoindre un peu le para-design dont on a parlé tout à l'heure. Et on finira la session podcast avec 2 sujets d'architecture d'intérieur qu'on ne va pas vous spoil, qu'on vous invite à venir regarder. Et ensuite, à 16h, on aura un événement un peu particulier, un happening, comme on dirait dans le langage Twitch, qui concerne la remise de diplôme d'élèves. Donc, n'hésitez pas à revenir à 13h15. D'autres choses à dire, Thibaut? Non, ça sera bon. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure pour reprendre le live, tout simplement. Merci à vous d'avoir regardé. C'était Ding et à tout à l'heure. Ouais. On met les jeux vidéo de côté, on reprend les JPO. Petit souci technique. On est reparti. Normalement, ça devrait être bon. On reprend les JPO du coup cet après-midi, donc ils viennent de réouvrir, donc n'hésitez pas l'école vient de réouvrir, n'hésitez pas à venir. On a un bon petit paquet de sujets sous la main pour cet après-midi. Et du coup on va représenter vite fait l'école. Donc l'école de design de Nouvelle-Aquitaine, située à Poitiers, 34 boulevard du Grand Cerf, près de la gare. École de design qui fait donc de l'architecture d'intérieur, du game design et de la direction artistique. 3 filières qui commencent par une mise à niveau dans un bachelor qui se suit en spécialisation avec un stage en 2e année et un master en alternance. Thibaut, t'as été pro là-dessus. Écoute, que rajouter, à part, comme on le répète à 21 fois, si vous voulez vous faire une idée de l'école, le mieux c'est de venir. On a mis à votre disposition l'option de la chaîne Twitch comme média supplémentaire, mais si vous êtes de Poitiers ou aux alentours, n'hésitez pas à passer, les portes ouvertes sont ouvertes jusqu'à 16h, et si vous pouvez pas venir cette fois, c'est pas grave, on refait une porte ouverte, l'école refera une journée porte ouverte le 23 mars, samedi 23 mars, on me confirme la date. Comme l'a dit Thibaut, 34 boulevard du Grand Cerf. Pour les gens qui ne seraient pas de Poitiers, rassurez-vous, c'est juste à côté de la gare, c'est desservi par les nombreux arrêts. Il y a un parking juste à côté,
le transport n'est pas une excuse. Et on fait aussi des salons quand ils sont présents, notamment le salon de l'étudiant à Poitiers qui est passé cette fois, mais pour la prochaine fois, n'hésitez pas à venir. Ouais, il y a d'autres salons aussi, il y a un salon à Niort et un salon à Tours, il me semble aussi. Et voilà, peut-être on peut faire un peu de teasing pour le programme. Vas-y. Donc, de la même façon, enfin comme ce matin, on va avoir des sujets très variés. Le but c'est de vous donner la meilleure idée de ce qu'on fait à l'école. C'est pour ça qu'on va essayer de parler de différents sujets. On va commencer cet après-midi par parler d'animation image par image sur un sujet de B1, donc de première année. Avec Guillaume Chiron, professeur en classe de bachelor. On n'a pas eu ce matin. On a eu tout à l'heure dans la session de jeu, mais qu'on n'a pas eu ce matin. On enchaînera avec de la typographie et de la mise en page. On retrouvera avec Jeff, on retrouvera Guillaume pour de l'affiche. Avec un jeu. Avec un petit jeu. Vous pourrez participer dans le chat. Je te laisse la suite. On continuera par du concept art qui viendra compléter ce qu'on a dit sur le Cara Design ce matin en game design. Il y a du jeu de rôle, pareil, c'est un complément à ce qu'on a pu dire ce matin dans tout ce que font la filière game design. Choix de matériaux, donc là ça va être de l'archi d'intérieur avec donc Clémence qu'on a déjà reçu ce matin et une élève. Et architecture et nature, ça c'est les maquettes. Ce sera pas des maquettes, non, ce sera un projet qu'on a rapidement vu ce matin quand on parlait d'architecture dans sa globalité. Ce sera surtout sur l'importance de la relation entre l'architecture et la végétation et tout ça, mais nos invités sauront l'expliquer bien mieux que nous. À 16h, n'oubliez pas, on a cet événement surprise. Happening. Cet happening, comme on dit dans le milieu, qui sera là du coup pour clôturer cette session de live de la journée. Et bien que la remise des diplômes ait lieu à 16h, l'école ne prend plus de visiteurs à partir de 16h. Donc si vous avez besoin de venir, si vous comptez venir, il faut venir avant 16h. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vie derrière nous, beaucoup d'étudiants, de familles qui viennent visiter l'école aussi. Sachant que forcément c'est une journée porte ouverte, donc si vous venez, on aura des gens pour vous accueillir, vous faire découvrir l'école, vous faire découvrir des étudiants, les travaux d'étudiants, etc. Nous on est vraiment un complément du JPO. On va parler de sujets précis, mais si vous voulez voir la globalité des travaux réalisés par les étudiants, c'est mieux clairement de venir. Puis de voir l'endroit aussi, parce que là on voit que le hall d'entrée, mais tout à fait. Il y a toutes les salles de cours. Et, justement en parlant de la chaîne Twitch, les rediffusions sont disponibles. Je crois qu'il y a une limite de 30 jours, quelque chose comme ça pour les reprendre. 15 jours, merci Giuseppe. Donc si par exemple vous avez raté la session de ce matin, vous pouvez voir sur la chaîne Twitch, dans l'onglet vidéo, vous avez des rediffusions et ça vous permet de voir des sujets que vous auriez pu rater ce matin justement. Je crois on a tout dit. On a tout dit globalement. Présentation. Donc on se Ah oui, peut-être expliquer pour les gens qui n'étaient pas là comment ça se déroule en termes de pause et tout ça. Ouais. Au fait, on a des discussions avec différents invités. Ça dure en moyenne 10 minutes sur un sujet et après on passe au sujet d'après avec les invités qui vont avec. Donc si vous rejoignez le live et que vous voyez qu'on est en pause, rassurez-vous, c'est normal. C'est juste le temps de faire rentrer les nouveaux invités, préparer le sujet, etc. Donc, t'as d'autres choses à dire, Thibaut ? Aucune, tout est parfait. On se retrouve donc à 14h20 pour parler d'animation avec des cycles de marche réalisés par des B1. A tout de suite. Rebonjour et bienvenue à nouveau dans ce live digne de l'école de Nouvelle-Aquitaine. On va commencer cette session podcast discussion de l'après-midi avec nos deux invités et la discussion va se centrer sur de l'animation image par image. Je vais laisser nos deux invités se présenter tout simplement. Alors moi c'est Guillaume Chiron, je suis enseignant et je m'occupe du coup d'art visuel principalement. Alors moi c'est Théo et je suis en première année, donc à l'école de design. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du projet dont on va parler rapidement, nous introduire ce que ça concerne? Tu veux que j'introduise ou tu veux faire? Je peux faire si tu veux. Allez vas-y. Alors on avait un projet de faire une marche animée dans une rue de Poitiers, donc de celle qu'on voulait,
Personnellement, je choisis une rue dans laquelle je passe tous les jours parce que c'était plus simple pour moi. À force de marcher et de la voir tous les jours, je voyais des éléments que j'avais pas forcément remarqués au début. Et en fait, elle est faite avec deux principes. Donc c'est la rotoscopie. Donc ce qui est de prendre en fait une image ou plusieurs images plutôt d'une vidéo et les rassembler toutes ensemble pour faire une animation. Donc, et ensuite il y a aussi pour les fonds ce qu'on appelle le parallaxe, donc ça va être différents plans qui vont être mis à 10 vitesses différentes pour donner un aspect de profondeur qui est souvent utilisé dans les jeux 2D rétro un peu comme Mario, ce genre de choses. On voit le fond qui bouge et le deuxième fond qui bouge moins lentement en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo making of comme ça vous pourrez commenter par Ouais. En attendant que Sacha, je sais que Guillaume c'est un sujet, de l'animation image par image, c'est quelque chose qu'on fait souvent en B1. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça t'est sûr un concept qu'il faut retravailler chaque année? Eh bien, ce projet d'animation un peu traditionnel est intéressant parce que ça fait intervenir déjà la pratique du dessin. Et puis il me semblait intéressant aussi de travailler sur papier et de nourrir aussi cette interaction qui se passe entre ce qu'on produit sur papier et ce qu'on fait sur ordinateur. Souvent les gens produisent quelque chose sur papier, ça reste sur papier ou travaillent uniquement sur ordinateur. Moi j'aime bien qu'on fasse vraiment du switch entre plusieurs choses. Là pour l'occasion, là on voit Pierre à l'écran qu'on a filmé avec un téléphone. De cette vidéo sur tapis roulant, voilà, on a fait une boucle, on l'a passé en noir et blanc là pour avoir une image un peu simple. Là voilà une boucle en 8 images par seconde. Et ces 8 images ont été imprimées et elles ont servi ensuite à faire ce qu'on appelle la rotoscopie, donc c'est aller redessiner le personnage image par image. Donc là on le voit, j'avais demandé de faire un travail en noir et blanc avec essayer d'aller plus sur les contrastes. Cette première étape avec une petit effet d'ombrage, là c'est Shanaël, une autre personne. Donc chaque étudiant, on a 36 étudiants qui ont réalisé leur marche. Donc déjà c'est leur montrer qu'en se filmant soi-même, on peut créer son gif. Voilà, c'est 8 images qui font une boucle infinie. Et puis ensuite d'intégrer tout ça dans un paysage, et comme le disait Théo, en parallaxe, donc avec des plans qui défilent pas à la même vitesse. Et qui donnent de la profondeur un petit peu comme dans aussi les shoots 'em up. Donc là c'est Yanis qui avait décidé de se mettre en caleçon. Qui est passé ce matin. Voilà, magnifique. Là, du coup, c'est un travail qui a pris combien de temps à être réalisé? Alors c'est un travail qui a duré 6 séances. On essaye de bien tout organiser. Au début, alors quand je leur explique le truc, quand on parle de parallaxe, rotoscopie, je sais pas, ça fait un petit peu peur. Mais si tout le monde suit bien toutes les étapes, on arrive à un travail qui est de qualité. Et puis quand on empile toutes les animations, ça nous fait carrément une vidéo de 6 minutes. On pourrait carrément faire un clip la prochaine fois. Alors, on va peut-être pouvoir mettre les autres vidéos, justement la compilation. Et là, du coup, c'est les élèves qui font la compilation sur After Effects. Alors les autres années, j'avais fait des projets similaires, mais cette année, j'ai proposé une dernière séance où je les ai initiés un petit peu à After Effects. Ils n'avaient jamais touché, donc c'est un peu un cockpit d'avion After Effects. Mais j'aurais tous expliqué le principe et ils ont à peu près réussi à faire leur propre animation. J'étais assez fier. C'était plus compliqué pour sachant que là, en termes de travail, en tout cas de dessin et d'animation, c'est que papier, il n'y a pas par exemple de tablette ou quoi que ce soit. Non, on a tout fait papier, puis on a scanné ensuite avec l'imprimante. Et donc après, une fois que c'est rendu été scanné, on les modifiait sur Photoshop, parce qu'il y a des fois les détourages, on laissait du blanc ou ce genre de choses. Bien sûr. Et du coup, on remettait ça à Photoshop et tout. Moi je sais que par exemple, j'ai modifié une couleur d'un de mes vêtements sur Photoshop, qu'à la base je devais faire sur papier. Mais vu que j'étais un petit peu en retard et que je trouvais que le rendu Photoshop était mieux, on a vu ça avec Guillaume et donc on a laissé comme ça. Et du coup, ça a permis de me faire gagner du temps. Donc on a vraiment utilisé comme disait Guillaume les deux formats quoi, numérique et papier. Et je trouve que ça rend peut-être limite mieux que si ça avait été tout fait en numérique. Quoi. Ouais, donc il y a des moments où il faut improviser justement. C'est ça. Et ça fait en sorte d'arriver dans les temps pour la deadline. Mais c'est pas limite mieux, c'est beaucoup mieux. Thibaut, t'as une autre question ou pas? J'ai
tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi le tapis de marche était un peu penché, et là, Ouais. du coup, je comprends que toutes les rues de Poitiers sont... Alors, au départ, j'avais eu l'idée du tapis de marche pour faire sa boucle de marche. Parce qu'avant, j'utilisais déjà des cycles de marche de dessins animés déjà existants. Mais les élèves avaient tendance à reproduire le personnage. Genre, si reprenons, je sais pas, un cycle de Mickey. Les élèves allaient avoir tendance à reprendre les proportions de Mickey. Enfin, c'est pas très intéressant. Du coup, là, l'idée, c'était plutôt que eux créent leur propre cycle de marche. À partir des vidéos qui avaient été enregistrées au préalable. Et donc, tu l'as un peu dit tout à l'heure, il y a aussi une autre dimension au projet, c'est que c'est exclusivement des rues qui sont en Poitevine. Bah, c'était la contrainte. Si ça en est pas, c'est que vous êtes trompé. Et Je les reconnais toutes pour l'instant. ouais, il y en a certaines que je reconnais. Et moi, ce que je trouve très rigolo, c'est que en plus de les cycles de marche qui sont quand même assez similaires entre chaque étudiant, ce qui est normal, c'est tout l'univers qui se crée autour du personnage à chaque fois, selon l'étudiant. Est-ce qu'il y avait des contraintes là-dessus? Parce que par exemple, parfois on voit des éléments animés même dans le fond. Oui. On voyait un chat ou un chien tout à l'heure, je sais plus. Mais le fait qu'on passe par cette première étape de savoir créer un GIF, et ben quand on passe à l'autre étape et que certains élèves sont plus à l'aise et finissent plus rapidement, et ben je leur ai dit, vous pouvez créer d'autres animations à l'intérieur de votre animation, d'autres GIFs. Donc on peut voir apparaître là il y a un sapin de Noël qui clignote, et un petit chat ou des choses comme ça. Et puis ce que je voulais rajouter aussi par rapport au cycle que j'avais fait les autres années, là l'idée aussi c'était que comme ils sont en première année, qu'ils n'ont pas encore choisi de discipline, l'animation c'est quelque chose qu'on va plutôt retrouver en com ou en game. Et là de leur demander d'aller observer des façades de paysages de Poitiers, c'est aussi faire un lien avec l'architecture et qu'ils commencent à regarder comment est faite l'architecture et la dessiner. Et pourquoi le noir et blanc? Alors le noir et blanc, c'est simplement par expérience de projet. Je préfère qu'ils se concentrent déjà sur un contraste de noir et blanc que partir dans une explosion de couleurs qui souvent donnait quelque chose de catastrophique. Pas tout le temps. Et puis, ça donne aussi une homogénéité à tout le monde. Voilà, tout est en noir et blanc et du coup, on a une vidéo qui même si les styles sont un peu différents, voilà, est homogène. Voilà. Peut-être un mot de fin, histoire de clôturer cette discussion. Personnellement, le projet, je l'ai trouvé assez bien. Parce que, comme la plupart des projets, en fait, malgré les contraintes qui sont imposées, on a quand même pas mal de liberté. Donc là, par exemple, par rapport aux éléments qu'on pouvait disposer dans les maisons d'arrière, ou je sais que moi j'ai fait une voiture qui passait devant, j'ai pris une voiture que je kiffais et tout. Donc sur pas mal de projets, on est pas mal libre sur quand même notre création artistique. Et donc ça nous permet de montrer un peu justement notre identité artistique et je trouve ça vraiment bien. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Et puis on retrouvera Guillaume dans 2 sujets pour parler de notre travail de B1 sur les affiches. Ok. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite pour la typographie. À tout à l'heure. Et moi, je suis Jeff Gilberto, enseignant en communication, design graphique, illustration, enfin tout ce qui a à voir avec la com, typo également, à l'école de design. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un peu du projet autour de la typographie que vous avez réalisé du coup ? Alors oui, en fait c'est l'APSA qui avait contacté l'école parce qu'ils avaient des besoins en communication. Mais qui Alors, l'APSA ? exactement, très bonne question. L'APSA c'est une association pour la promotion des sourds aveugles. Et donc c'est une association qui prend en charge des sourds aveugles de leur naissance jusqu'à leur mort, tout au long de leur vie.
Donc ça va pour des formations, pour les aider au quotidien, pour les former. Voilà. Donc c'est un palais super large de compétences et puis de champs de champs en fait. Ils font énormément de choses. Et ils avaient des besoins en communication, c'est pour ça qu'ils ont contacté l'école. Et de là, il a été proposé de faire une typographie pour leur association qui répondent à leurs besoins en fait, de lisibilité et puis de promotion des sourds aveugles qui leur tenaient vraiment à cœur. Et du coup, c'est une typographie qui est utilisée dans tous leurs moyens. Voilà, l'objectif c'était de faire une typographie de titrage, donc qui soit utilisée uniquement pour les titres. On l'utilisait pas pour. On voulait pas faire une typographie pour des textes de labeur, donc c'est-à-dire pour des grands textes qui sont faits pour être lus, des grands textes en petits caractères. Pour ça, il y a des typographies qui sont bien meilleures que ce qu'on aurait pu faire. Et oui, donc on a fait une typographie de titrage qui est faite pour être utilisée sur toute leur communication. Donc ça va du flyer à leurs panneaux d'étage, en passant par le nom de leurs organismes internes. Voilà, c'était tout ça. Donc une typographie plutôt à vocation identitaire. Exactement. En fait, pour l'institution, mais qui répondent également, enfin comme l'a dit Corentin, à des qui prennent quand même en compte le public de cette structure, à savoir les malvoyants là en l'occurrence. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a l'usage du jaune et du noir, parce que dans leur pratique, c'est identifié comme ayant... ce sont deux couleurs qui proposent un des contrastes les plus forts. Il y a également il y a un jeu formel, là, récent sur le B, qui s'inspire de ce qu'on voit à l'écran. De ce signe-là qui voudrait dire tout va bien. Et donc l'idée c'était de reprendre ces formes-là au niveau formel du doigt en fait, et de jouer avec cette idée-là. Est-ce qu'on pourrait, peut-être avant de continuer de parler du projet précisément, parler de l'importance de la typographie de manière générale, qui est un peu, avec la mise en page, une sorte c'est une forme d'art auquel on prête peu attention, surtout quand on n'est pas aguerri. Est-ce qu'on peut faire un petit mot là-dessus ? Ouais, dire qu'on... Oui, tout à fait. Merci, monsieur Willem. Je lance la discussion là-dessus. Ah oui, on n'y prête tellement pas attention que certains définissent la typo comme un art invisible. Non qu'on ne la lise pas, mais justement qu'elle se prête tellement... Elle est tellement destinée à se prêter à l'usage de la lecture. Le but est d'accéder au contenu et en fait la forme de ce contenu, ce lettrage n'est pas la priorité. Mais pourtant ça a un vrai impact sur la perception des messages. Donc, notamment sur ce que Corentin parlait tout à l'heure de texte de titrage. Il est clair que si je veux envoyer un message ou rédiger une accroche qui hurle, où je veux utiliser un ton très déterminé, je vais peut-être pas prendre une typo très fine et délicate. Et de la même manière, si je veux évoquer quelque chose qui s'inscrit dans un temps historique un peu plus lointain, je vais probablement piocher, en tout cas je vais examiner ce qui a été produit dans les époques précédentes, peut-être un lettrage avec des sérifs, là, ces petites excroissances qu'on peut trouver en pied ou en tête des lettres, par exemple. Mais il n'y a pas d'absolu en fait, il faut pratiquer. Puis la typo, au-delà de ça, c'est quelque chose de très subtil. C'est une histoire de la lecture, la lisibilité, c'est une histoire de contraste, de rapport entre le plein et le vide. C'est en même temps très libre, mais en même temps extrêmement codifié. Et donc, ce que je trouve très intéressant, c'est quelque chose qui est très présent et qui est très lié à... C'est encore très lié à toute l'histoire de ce lettrage. Enfin, on peut remonter
assez simplement jusqu'au hiéroglyphe, enfin du rébus, et bon, c'est plein de passages d'une civilisation à l'autre, mais pour arriver depuis des images qui représentaient des mots, les images ont représenté un son, et puis les images se sont contractées, et dans le A, si on le retourne, on peut encore retrouver la tête de la vache qu'on avait en Égypte déjà, par exemple. Peut-être, je sais pas combien de temps il nous reste, à quelle heure c'est fini? Ok. Peut-être rapidement, il me semble que le projet continue, mais avec une autre classe, c'est ça? Exactement. En fait, nous, l'objectif c'était de créer la typographie, mais le projet s'arrête pas là. C'est les 3e années qu'ils l'ont récupéré, de direction artistique. Et donc eux, leur objectif c'est de faire la com à partir de cette typo-là, de faire tout le reste en fait. Nous c'était juste le début, on leur a passé le bébé, et puis après c'est à eux de faire tout ça. Peut-être que Jeff pourra en parler un peu mieux. Ouais, donc les 3e année en direction artistique, effectivement, ils ont la mission de réaliser le logo donc, de l'APSA. Donc on a cet outil qui est proposé, on a déjà quelque chose qui est une typographie identitaire. Est-ce qu'on l'utilisera pour faire le logo? Je sais pas, c'est pas sûr. En tout cas on a ça, mais ce qui est intéressant surtout dans ce projet, c'est qu'on peut rencontrer en fait à l'école, ça c'est un des trucs qui est pas mal, c'est que ces projets en situation réelle, donc avec des vrais partenaires, font qu'on, là les étudiants sont allés voir et les responsables de la structure, mais sont également allés dans les classes et dans les ateliers voir de quoi il s'agit exactement. Et en l'occurrence à l'APSA, on y était mardi dernier. J'ai trouvé ça fascinant parce qu'on a un interlocuteur qui est designer, enfin qui a un bagage de designer et qui a travaillé dans le luxe. Et là, en fait, qui prototype des outils pour permettre, en fait, à leur public de communiquer entre eux, sachant que c'est un établissement. Dans ce cadre-là, c'est toujours très singulier d'une personne à l'autre. Donc, ce qui m'a retenu mon attention, c'est qu'on était vraiment au cœur du design, dans le sens où on est obligé de comprendre la problématique de la jeune personne là, qui est atteinte, qui peut avoir plusieurs déficiences, pour pouvoir lui proposer, lui fabriquer des outils et l'accompagner. Et là, on voit très bien que il faut d'abord réfléchir à la fonction, et c'est la fonction qui va donner la forme. Donc en termes de design, c'est fondamental. Donc il y a aussi une dimension humaine en plus, parce qu'il y a eu déjà la rencontre avec les gens à qui pourrait servir justement le projet directement. Oui, bien sûr, mais ça après ça sera... Oui, cette dimension humaine, mais c'est peut-être plus tard que ça prend place. C'est pas des problématiques de business ici, c'est autre chose, mais c'est un autre volet de la communication. Bon, après, moi, ce sont des choses que j'affectionne particulièrement, ces domaines-là, mais en tout cas, c'était une très belle leçon pour les étudiants de se rendre compte qu'en fait, c'est pas l'histoire, est-ce que l'objet produit il est beau ou pas, et d'abord il est fonctionnel. Et donc l'esthétique, elle doit nourrir une fonction en fait, sinon... Oui, la forme en découle. Sinon c'est juste joli. Ça suffit pas. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Merci. Et on se retrouve juste après pour le sujet sur les affiches. Merci beaucoup. Elle va nous dire ce qu'elle a préféré de la visite. Ah, okay, voilà. L'interview. Ouais. Super, juste une seconde. Ça. Yep. Tu me présentes? Je te laisse William l'interroger. Alors, quelle classe? Je crois que c'est première. Oui. Petit moment après. Voilà. Donc, Mathilde, c'est ça? Oui. Qui est en pleine visite de l'école pour le Portugal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans quelle classe t'es, ce qui t'intéresse à l'école et tout ça? N'hésite pas à t'approcher un peu du micro. Du coup, je suis en première et c'est plutôt l'archi d'intérieur qui m'intéresse. Et donc, j'étais venue voir. C'est la première fois que tu viens à l'école pour les portuaires? Ouais. Tu fais par exemple du dessin, d'archi? Ouais, j'en fais un petit peu, ouais. T'as pu amener un peu quelque chose comme ça?
Pardon? Un book, tu sais, une collection de tes travaux différents. Ouais, non, j'ai pas amené. Et là, par exemple, tu viens de finir la visite ou t'étais en Ouais, non, j'ai fini, ouais. Donc là, t'as pu voir les différents pôles et tout ça. Mathilde, je vais te laisser dire aux gens quel point t'as préféré, j'imagine l'archi. Oui. Et t'as pu voir différents travaux d'élèves et tout ça. Oui, oui. Il y en a qui t'ont marqué en particulier? Ouais, j'ai bien aimé les dessins de... Je sais plus ce que c'était, mais j'ai... Oui, au feutre à l'école, voilà. On avait quoi? Il y avait le bois de la marche, les maquettes aussi, ouais. Il y avait des maquettes. Ouais. Mathilde, t'as autre chose à dire? Non. Merci d'être passé, merci beaucoup. Et faites comme Mathilde, et si vous pouvez pas venir là, on vous attend. Merci beaucoup. Mais de rien. Et maintenant, on se retrouve juste après cette courte page de pause pour parler de concept art. De concept art, let's go. Rebonjour à tous, on a encore une interview spéciale. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Guilou et l'année prochaine je pense venir là, je me suis inscrite. Ok. Et dans le but d'après d'être architecte. Donc toi tu rentreras en B1, c'est ça? Oui. En première année. Est-ce que, j'imagine que tu as pu voir un peu les filières après la B2, oui. Donc les filières des spécialisations et tout ça. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus là-dedans? Moi ce qui m'intéresserait c'est l'architecture d'intérieur. Ok. Et ouais, j'aime bien. Et t'as déjà... tu es en terminale donc? Oui. T'as eu des spécialisations par rapport à ça? Non, pas du tout. Ok. Donc là, je sais que ça m'intéressait. Et tu dessines en parallèle ou tu découvres? Ok. Oui. Donc il y a quand même une certaine base pour aller après en archi. Donc tu as pu voir les différents travaux et tout ça. J'imagine plus en archi, j'imagine qu'il y en a qui ont dû t'intéresser plus, te marquer? Pour le projet? Ouais. Que tu as pu voir dans l'école exposé? J'aime bien la réalisation des pièces, les maquettes aussi, je trouve ça intéressant. Oui, parce que ça permet d'avoir une vision plus réelle, exactement, une idée plus réelle. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos spectateurs? D'être intéressé parce que c'est un métier assez cool, oui. Super, on continue. C'est vraiment un très bon placement de produit, c'est ce qu'il nous faut. Donc plus archi d'intérieur. Oui. Faites comme Lilou et venez nous voir à la journée portuaire de l'école. Merci beaucoup. Merci à vous. Thibaut. On est de retour pour parler du coup concept art avec Charles qu'on a reçu ce matin et je vais se présenter. Bonjour, je m'appelle Océan et je suis en 3e année de Game Design, Game Art. Il y a un projet en particulier dont on va parler? Projet en particulier, on va avoir des exemples de projets à l'écran, mais avant ça, je vais peut-être vous laisser nous expliquer ce que c'est le concept art de manière générale. Ouais, je vais essayer, ouais. Allez. Et le concept art, c'est... Non, c'est... Enfin, je pense conceptualiser un environnement ou un objet... Je pense. Ah ouais, après je ne saurais pas comment expliquer plus. La concept art. C'est exactement ça. En fait, c'est poser les premières bases conceptuellement graphiques d'un concept, en fait. Ouais. D'un concept qui est régi par un brief pour un jeu ou pour le cinéma d'animation ou même pour un jeu de société. Et ce matin, pour ceux qui nous auraient peut-être regardé, on a eu Charles qui nous parlait de ce Cara Design. Est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il y a des différences entre le Cara Design et le concept art, ou alors il y a des similarités, des choses qui se rejoignent? Alors en fait, on peut intégrer directement le character design dans le concept art. Le concept art, ça va vraiment englober toute la partie recherche conceptuelle graphique d'une idée, et dedans on va avoir justement le character design qui est la conception de personnages par le concept. Okay. Donc en fait, on peut considérer comme du concept art, par exemple, comme l'a dit Océan, des environnements, des objets, c'est ça et tout ça? C'est ça. Ça tombe bien parce que justement dans les images, on a plusieurs travaux d'Océan que tu pourras peut-être nous commenter. C'est un exemple d'environnement et un personnage avec des objets. Oui. Tu pourras nous en dire. Ah, ok, d'accord. Peut-être on commence. On verra ce qui... C'est la roulette, nickel, l'environnement. Let's go. Ok.
Pour ce projet-là, l'objectif c'était soit de créer un objet ou un environnement qui pouvait s'adapter à un jeu de rôle. Et ce qui était plutôt cool dans ce projet, c'est que en fait on était dans un univers onirique et du coup ça nous laissait pas mal de liberté sur ce qu'on pouvait faire, sur ce qu'on pouvait choisir. Et mon idée à moi c'était de faire comme une sorte de rocher qui se situerait un peu dans un désert, un canyon. Et en fait ça servirait un peu de médium à des esprits pour communiquer avec les joueurs, etc. Voilà. Okay. Donc c'est un jeu de rôle qui s'appelle Les Enfants des Rêves. Ouais. Donc c'est le projet dont on y a parlé ce matin. C'est ça. C'est un projet qui a été évoqué ce matin dans la partie Cara Design, justement. Est-ce que... Ouais, on peut parler de manière générale sur les exercices. Par exemple, là, on a une planche d'exercice. Donc ça, c'est une planche d'exercice faite en 2e année. Donc en première année de game design et en 2e année de bachelor. L'objectif c'était en 1 heure de temps de remplir les 32 cases avec comme consigne d'utiliser seulement des nuances de gris, d'avoir une composition qui fonctionne graphiquement avec un point de vue un minimum cinématographique, on peut dire ça comme ça. Et il y avait un thème, c'était montrer l'immensité. Voilà. Donc pas de focus, vraiment de montrer. L'objectif était d'avoir une immensité d'environnement en fait. Voilà. Ma question, ça va être, là on voit des images numériques, mais est-ce que le concept art peut se décliner sur papier? Oui, bien sûr, avant même les outils numériques, le concept art était créé directement sur papier. J'imagine que ça dépend de chacun après. C'est ça, il faut bosser encore beaucoup sur papier. Enfin, surtout toi. Oui, parce que toi aussi, par exemple, là, l'exemple qu'on a vu dans le désert, enfin l'espèce d'hôtel qu'on a vu dans le désert, en termes de processus, ça a donné quoi? D'abord papier? Ouais. Je fais très souvent je fais du papier d'abord. J'essaie de faire des croquis, des idées, etc. Et puis après, je numérise, je colorise avec la calligraphie Photoshop. Est-ce qu'on peut passer aux images d'après, justement? Là, c'est toujours sur le même jeu de rôle, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, pour resituer un petit peu, l'intervenant nous avait dit qu'elle a créé un jeu de rôle avec un monde onirique. Elle nous avait donné plusieurs exemples de choses qu'il y avait dans ce jeu de rôle assez farfelu. Elle avait inventé un système de piano sauvage, par exemple. Un piano sauvage ou alors des arbres. Des arbres où à la place des fruits, c'est des bouteilles. Il ne faut pas marcher au pied quand les bouteilles sont mûres parce que c'est dangereux. Et donc là, c'est Mia qu'on a vu ce matin qui nous propose du coup un concept qui c'est une mine, mais à la place de la roche, c'est des livres parce que c'est une mine d'informations. Du coup là il y a aussi un peu de Cara Design du coup qui est ouais, c'est ça, carrément. En fait ça fait pas le caractère design là est pas au centre du sujet. Mais il y a quand même une réflexion en termes de personnages. Si on voulait aller plus loin, on pourrait très bien d'ailleurs faire seulement une planche où on va proposer justement une taupe classique, une taupe où on va réfléchir à comment pourrait être le chapeau en termes de tenue, parce que là la tenue on l'a pas trop encore, c'est conceptuel quoi. C'est encore flou. Est-ce qu'on peut aller aux images d'après? Justement, on reste un peu dans la frontière entre le personnage et le concept. Donc là aussi, c'est un de tes autres travaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était encore sur le même projet, sur jeu de rôle, oui. Toujours sur le jeu de rôle. Et là, cette fois-ci, on a reçu des briefs de personnages et on devait imaginer visuellement comment il allait être, etc. Moi, j'avais un fermier, un père de famille. Et on est dans les années 60 je crois, et du coup voilà ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut aller à la page? Donc là on abandonne un peu le personnage entre guillemets, le personnage en tant que personnage, et là c'est un de ses accessoires, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est en fait pour ajouter ce côté un peu onirique, je voulais qu'il ait une sorte de machine sur son dos qui puisse l'aider un peu dans ses tâches de fermier. Avec différents bras qu'il peut contrôler avec des cordes, etc. C'est l'exosquelette. C'est ça, ouais. Moi, ça me fait beaucoup penser aux travaux qu'on voit sur certains carnets de Vinci ou qui semblaient appartenir à De Vinci, où il y avait ce travail de technologique entre guillemets, de recherche, avec du bois et des cordes et tout ça. Est-ce que par exemple tu as des inspirations, Comment ça t'est venu en fait, en tout cas ce design-là?
Ça m'est assez un peu venu comme ça. Enfin, au début, je cherchais des inspirations et puis là, je me suis dit, puisque le père il est très terre à terre, il est très axé sur le travail, je me suis dit que j'allais faire quelque chose en relation avec ça. Et du coup, ça m'est un peu venu en tête. Ce qu'il faut savoir sur le projet, c'est que les personnages vivent dans un monde comme le nôtre et à un moment sont happés dans un monde onirique, mais ils ont une modification dans ce monde onirique. Et donc cette modification apparaît justement quand le fermier passe la porte. Est-ce qu'on peut passer la photo d'après? Donc là, toujours sur le même personnage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, c'était donc des insignes qui représentent ses enfants. Parce que je me suis dit que c'est quand même un père de 4 enfants. Et dans son design, il n'a pas forcément de lien avec eux. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre des petits pins qu'il allait mettre sur son béret. Et, Du coup, en haut, là, c'est ta palette de couleurs. Oui, c'est ça, ouais. Et je voulais un peu leur donner un côté un peu bronze, un peu vieux entre guillemets, puisque on est enfant des années 60. L'effet de violence, c'est Et même en termes d'idées, ça fonctionne bien parce que c'est un personnage qui il aime ses enfants, mais il y est attaché aussi, mais il va pas en parler. Donc ça aurait pas fonctionné si ça avait été des badges avec la tête de ses enfants. Là, c'est quelque chose qui est discret, voilà. C'est vrai qu'il y a même un peu le côté presque médaille de décoration militaire. Enfin, justement, oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avoir ce côté. Avec l'éducation, etc. Ouais. Et donc, en fait, comme pour le comme pour le concept art, le karaté et tout ça, tu peux pas aller dans le projet sans réfléchir à ce que tu fais, quoi. C'est pas de n'importe quoi. Non, je pense pas. Faut quand même réfléchir à la signification de ce que tu vas faire, de ce que tu vas créer, je pense. C'est plus intéressant quand il y a quelque chose derrière. Parce que je vous pose toutes les questions. Oui, c'est vrai. Le moindre élément en fait qui est ajouté, moi je m'efforce de poser la question de pourquoi. Et souvent quand tout est justifié, on a un personnage qui fonctionne vraiment beaucoup. Oui, pas mettre un élément pour mettre un élément, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Pour que ça rentre en accord avec le personnage, c'est ça? C'est exactement ça. Ou l'environnement d'ailleurs. Okay. Celui-là il est en cours du coup. Ça c'est des exercices. Le projet n'est pas fini. Celui-ci là, celui qu'on a vu, c'est pas fini encore. Et donc ça concerne des objets aussi? Ouais, ça c'est des planches qu'on a fait avec les deuxièmes années, donc les premières années de game design. L'objectif, là pareil que les compositions tout à l'heure, c'était en une quarantaine de minutes essayer de proposer. Donc il y a une planche avec des épées par exemple, qu'on voit là. Il y en a une autre avec des bâtiments et des arbres. On n'a pas les bâtiments, il y avait bâtiments et il y avait proposé un arbre. Voilà, donc en une quarantaine de minutes, essayer de proposer plusieurs formes sans forcément tomber dans l'arbre très classique, en fait, pour proposer un concept qui sort un peu du lot. Voilà. Et c'est en faisant ça qu'on trouve aussi les formes au bout d'un moment de ce qu'on veut vraiment présenter. Il y a de la pige pour comprendre un peu comment la végétation fonctionne. On l'a pas du tout. Ouais, non, c'est purement. Ouais, là c'est de la tête. C'est vrai qu'il y a des formes qui paraissent presque humaines. Je pense notamment à celui vers le haut au centre où on dirait qu'il a le bras levé, les jambes levées là. Celui à gauche, c'est exactement celui-là. On dirait presque que l'arbre est humain, quoi. Donc il y a un vrai travail de forme globale aussi. Ok. Est-ce que vous avez une dernière remarque? Super. Non, mais merci de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être passés. Et puis on se retrouve juste après pour parler de jeu de rôle. Merci beaucoup. Merci. Rebonjour à tous. On se retrouve pour notre dernier sujet de la journée. Quelle aventure ce fut, mes amis. Je vais laisser nos invités se présenter justement. Donc Olivier Decroix, conseiller pédagogique en game design, game art. Moi je me représente. Océan, étudiant en 3e année de game design. Et moi c'est Antoine aussi en 3e année de game design. Donc là, le sujet de notre discussion de la dernière, c'est le jeu de rôle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pratique en l'occurrence, mais des projets autour du jeu de rôle au sein de l'école? Oui,
Nous, du coup, on a travaillé sur 2 projets sur la thématique du jeu de rôle. Donc c'était en partenariat avec l'entreprise Ébullition. Donc elle nous a contacté déjà la première fois pour réaliser des visuels de personnages qui correspondaient à un jeu de rôle qu'elle avait elle-même créé. Donc on a juste eu des briefs en fait, sur la personnalité et il fallait qu'on arrive à se les représenter. Et le deuxième sujet, c'était là plutôt on a commencé par des cours théoriques sur ce qu'est le jeu de rôle en lui-même, pour après ensuite en créer un nous-mêmes. Mais du coup 2 au final parce qu'on s'est séparés en 2 groupes dans la classe et on a créé 2 jeux. Oui, alors le jeu de rôle est quand même à la base en fait, à la fois j'allais dire c'est une sorte de couche de fondation, à la fois dans le domaine du jeu, ça peut être dans le jeu de société, dans le jeu de vidéo. Alors c'est quand même maintenant une pratique qui date de plusieurs dizaines d'années maintenant le jeu de rôle. Et il nous paraissait important que dans l'école on puisse avoir un moment le thème du jeu de rôle qui puisse être abordé sous diverses formes. Et puis on a eu l'occasion d'avoir cette opportunité de travailler avec une entreprise qui se lançait localement sur cette thématique-là. Donc on l'a saisi. Donc on fait intervenir directement une professionnelle. Comme ça nos étudiants sont face à des exigences et non pas par rapport à des exercices théoriques qu'on aurait pu leur apporter. Là il y a quand même des exigences de résultats face à quelqu'un qui lance son entreprise. Donc c'était intéressant pour nous de proposer ça à nos étudiants. Et puis ils vont vous en dire quelques mots, expliquer un petit peu les différents scénarios qu'ils ont choisis, les difficultés, ce qui les a intéressés. En tout cas, moi, vu de l'extérieur, j'ai eu l'impression quand même que cette activité les avait bien mobilisés. C'était très motivant, j'ai l'impression. Et puis donc maintenant ils vont pouvoir vous en parler et vous allez peut-être aussi pouvoir montrer des choses. C'est ça qui est intéressant. Allez-y, parlez-nous un peu du projet, ce qui vous a plu. Je commence. Moi, le projet, quand on a eu le sujet, j'étais un peu mitigé parce que je savais pas trop ce que c'était le jeu de rôle, comment ça se passait, s'il y avait du matériel ou pas. Et au final, on a fait des exercices et ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même un peu saisi ce que c'était, mais j'ai quand même eu du mal quand on a dû écrire notre jeu de rôle à me dire comment ça se déroule vraiment, parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup d'impro quand on est maître du jeu et c'est vraiment compliqué. J'avais vraiment du mal à me visualiser comment ça se passait, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Je m'attendais vraiment pas à quelque chose de fini, on va dire, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. On a fait quelques illustrations aussi concernant nos propres scènes. Et puis voilà. Antoine, à ton tour. Du coup, moi j'étais dans l'autre groupe, donc on a fait 2 jeux différents. Moi j'ai beaucoup apprécié juste en fait de pouvoir créer un univers en s'imaginant comment les gens allaient pouvoir interagir avec. Parce que jusqu'à maintenant, tous les autres projets qu'on a fait, c'est un peu différent quand même par rapport à ça. Et surtout, je pense que honnêtement, je suis tombé avec de bonnes personnes qui travaillaient sur ça. Parce que j'ai vu que nos 2 groupes avaient des dynamiques très différentes. Très différentes, ouais. Où vous avez beaucoup travaillé un peu en individuel. Ouais, il y a vraiment pas il y a pas l'esprit collectif dans notre jeu. C'est-à-dire que ça se ressent le travail individuel, je trouve. Lorsqu'on a fait tester le jeu à l'autre groupe, on ressent vraiment qu'on n'a pas travaillé ensemble et c'était vraiment un problème. Genre c'était bien comme expérience, moi du coup, parce qu'on a testé le jeu de l'autre à chaque fois. Ah oui, les groupes ont échangé. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, c'était sympa parce que c'était des mini-scènes mais différentes. Et du coup, comme il a dit, c'est beaucoup d'impro pour être maître du jeu. Et comme eux, ils savaient pas forcément ce que l'autre avait fait, ils pouvaient pas s'entraider. Oui, c'est sûr, ouais. C'est ça. Alors que nous, comme on a tout fait de A à Z ensemble jusqu'à décider de l'âge d'un personnage que tu rencontres une fois pendant 5 minutes, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, on pouvait s'entraider et ça avançait quand même. C'était, je pense, un peu plus dynamique. Oui, clairement. Pour expliquer un peu le jeu de rôle à des gens qui pourraient pas connaître comment ça se déroule et tout ça, on est d'accord que concrètement, en fait, il y a une ligne directrice, mais qu'après, comme tu l'as dit, le maître du jeu improvise. Oui, en fonction du choix des joueurs, ouais, c'est ça. Et puis ouais, c'est ça. Après, il y a des types très différents de jeux de rôle. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui ont plus qu'une ligne directrice, c'est-à-dire que c'est très narratif, très cadré déjà. Où là, pour le coup, c'est souvent ce qu'on appelle des campagnes ou des parties assez courtes. Quand on dit court, c'est déjà quand même 4-5 heures. Oui, c'est. Mais voilà. Mais après, t'en as qui ont, oui, certes, une ligne directrice, mais là, je pense plus à Donjons et Dragons, par exemple,
où genre oui, t'as un but entre guillemets qui est établi, c'est-à-dire par exemple aller battre tel personnage, sauf que là c'est sur des campagnes qui peuvent durer des mois, même avec des parties que tu m'imposes. Et là pour le coup c'est beaucoup plus d'improvisation, c'est-à-dire que tu as un classeur avec des éléments du monde définis, et le maître du jeu, il faut qu'il crée toute l'histoire au fur et à mesure. C'est sûr que la fonction de maître du jeu, ça s'improvise pas. Non, c'est sûr. Ça nécessite vraiment une bonne connaissance à la fois du jeu et de ce vers quoi on veut aller. Ça nécessite, à mon avis, de l'expérience. Oui, je pense aussi. Parce que... une maîtrise complète de là où on veut emmener nos joueurs. Et ça, c'est quand même pas si évident que ça. Hein. Non. Du coup, j'ai été maître du jeu à un moment et c'était vraiment très compliqué parce que quand les joueurs allaient pas dans le sens que je voulais, c'était assez compliqué de les remettre dans le droit chemin, entre guillemets, mais c'était vraiment compliqué d'improviser et de leur laisser aussi le choix de faire ce qu'ils veulent. Quoi. Oui, parce que c'est les joueurs qui découvrent un peu les limites au fait du jeu. Oui, c'est ça, ouais. Moi j'avais une autre question, c'est en termes de production, ça s'est traduit par quoi? J'imagine qu'il y a eu un gros travail de rédaction, de narration, mais peut-être là on a vu des planches de dessin et tout ça. Tu veux en parler? Oui, moi en tout cas dans mon groupe, en termes de production, c'était en effet de la rédaction, donc juste des personnages, de leur personnalité, leur vie avant et comment ils peuvent interagir justement maintenant avec d'autres personnages. La rédaction aussi, beaucoup de lieux, donc les décrire tout simplement pour que les joueurs aient déjà en tête en gros où ils sont, avec en plus de ça à l'appui des plans si besoin, qui pouvaient être trouvés dans l'histoire ou non du coup, mais il y a des plans quand même qui ont été établis pour certains lieux. Ainsi que d'autres documents juste qui peuvent aider dans l'histoire, donc des petits indices et tout ça. Mais ça après c'est un choix qu'on a fait nous, il peut y avoir plus de choses différentes. Hein. Et vous, oui, en termes de matériel? Oui, non, nous il y avait pas grand chose, il y avait juste des illustrations qu'on a faites pour chaque scène, mais sinon ça s'arrêtait là, c'était pas très travaillé, on va dire. Genre des plans qui ont été faits. Hein, Ah oui, voilà, ouais. Enfin, ma question du coup c'était plus lors des sessions de test, est-ce que par exemple il y avait un plateau, est-ce qu'il y avait des jetons, ou c'est purement en narration, en récit? Non, je crois qu'il y avait que des dés. Ouais, il y avait des dés. Ouais. Pour les résultats et tout ça. Oui, c'est ça, en fonction du résultat, ce que le joueur va avoir. Non, sinon il n'y a pas de plateau. On pas travailler ça en fait. Donc là, c'était en cours de narration en soi. Du coup, le côté principal du travail, c'était vraiment créer un univers narratif. Et le matériel, c'était plus secondaire. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Vous aviez une dernière remarque pour clôturer? Pas forcément. Non. Par contre, c'était intéressant d'avoir ce cours. Ouais, c'était quand même, Avec du coup Natacha de Position qui, pour elle, c'était un peu la première fois qu'elle faisait des cours aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'était intéressant qu'elle ait notre retour de comment on voyait le sujet. Oui, non, c'est une intervenante. Qui crée son entreprise, qui elle, du coup, vit de ça à l'habitude. Et c'était un peu la première fois qu'elle essayait de retranscrire ce savoir en tant que professeur. Donc c'était intéressant aussi qu'elle puisse avoir nos retours de comment on a compris ça et comment améliorer l'apprentissage. Il y a eu une dynamique particulière parce que c'était pas tout à fait prof-élève. Oui, c'était plus. C'était quelque chose de tiers, j'imagine. Oui, c'était un peu. C'est pro. Ouais, c'est ça, pro élève. En fait, limite client à vous qui réalisiez la demande en réalité. Après, oui, un peu, ouais. C'est intéressant la dynamique qu'on avait avec elle. Ok. Pour ma part, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci pour votre pour intervention. Peut-être on va conclure. On va conclure le live là-dessus. À 16h, du coup, il y a la remise des diplômes. Dans 15 minutes. On laissera la main à un autre casteur de la remise des diplômes. Et en tout cas, c'était un réel plaisir de faire le live pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Comme on l'a répété, je crois 12 000 fois le 23 mars. On a la prochaine journée porte ouverte. On fera aussi un live sur place. Ça sera la dernière. Merci à vous. Merci de nous avoir regardés. C'était Bing. Au revoir tout le monde.